I am reminded of the deeply touching letters, cards and messages which Je me souviens très bien du moment où j'ai eu l'impression que la monarchie britannique, une institution qui avait toujours semblé intouchable, a soudainement perdu son équilibre. Ce n'est pas arrivé par une révélation explosive isolée, mais par une cascade de signaux qui ensemble formaient un schéma inquiétant. Des rumeurs longtemps ignorées ont soudainement pris de l'importance. De vieux dossiers ont été rouverts, des noms autrefois chuchotés ont refait surface. Pour moi, c'était le début d'une épreuve morale pour un système habitué à survivre au conflit en restant à l'écart. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la rapidité avec laquelle l'espace public a basculé. Là où la monarchie bénéficiait traditionnellement d'une vénération inconditionnelle, le doute s'est installé. J'ai vu les réseaux sociaux, les émissions de débat et les tribunes libres se remplir de la même question: combien de temps une institution qui se réclame de l'autorité morale peut-elle continuer à fonctionner alors que ses propres fondements sont ébranlés? Cette question n'est pas restée abstraite. Elle a pris forme sous la forme d'accusations concrètes de résurgence d'associations passées et de nouveaux documents qui ont redonné toute son actualité au passé. Durant cette première phase, la tension était palpable, non seulement parce que des individus étaient impliqués, mais aussi parce que la valeur symbolique même de la monarchie était en jeu. Il m'est apparu clairement qu'il ne s'agissait pas d'un scandale classique qu'on pouvait étouffer par le silence ou l'attente. Le monde avait changé. La transparence n'était plus un choix, mais une obligation. Le moindre signe d'esquive était interprété comme un aveu de culpabilité ou de lâcheté. Je sentais cette pression s'abattre sur Buckingham Palace comme une main invisible. Ce qui a rendu cette situation particulièrement explosive, c'est le contexte. La société était déjà en proie à la lassitude et à la méfiance, l'incertitude économique, la polarisation politique et un fossé générationnel croissant avaient érodé la confiance envers les élites. Dans un tel climat, le moindre manquement moral agit comme un catalyseur. J'ai vu comment la monarchie, qui aime se présenter comme au-dessus des affaires politiques quotidiennes, a été soudainement emportée par le même tourbillon de responsabilité et d'indignation habituellement réservé au gouvernement et aux entreprises. Pour moi, ce fut un tournant décisif car le discours a changé. Il ne s'agissait plus d'erreurs individuelles mais de schémas récurrents, de la question de savoir si la loyauté familiale primait sur la responsabilité envers le public, de la tension entre tradition et cohérence morale. J'ai commencé à comprendre que chaque décision prise à présent façonnerait non seulement le présent, mais aussi la façon dont les générations futures percevraient cette période. Le choc résidait aussi dans le silence. L'absence même d'explications immédiates ou de transparence rendait la situation plus menaçante. Ce silence était perçu comme une stratégie et non comme un signe de calme. J'ai constaté comment ce vide était comblé par les spéculations et comment ces spéculations se muaient rapidement en convictions. À mon sens, c'était une leçon sur la fragilité des réputations à une époque où l'information ne disparaît jamais vraiment et où le passé peut toujours être exhumé. Dans le même temps, je ressentais une certaine inévitabilité, comme si la monarchie se préparait à cette confrontation depuis des années tout en parvenant toujours à la repousser. À présent, ce report semblait avoir atteint ses limites. La pression venait non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur d'une prise de conscience grandissante que l'inaction serait finalement plus dommageable que l'action. Cette tension entre préservation et réforme constitua pour moi le cœur de cette première phase. Je me demandais si le moment était venu pour la monarchie d'opter enfin pour une redéfinition radicale de ses valeurs. Ou bien tenterait-elle, une fois de plus, de traverser la crise en faisant des concessions minimales? Cette incertitude exacerbait les tensions. Chaque jour, sans signal clair, renforçait l'idée que pour être crédible, la réforme à venir devrait être massive et irréversible. Dans ce contexte, j'ai commencé à entrevoir les prémices d'une rupture imminente. Non pas un simple conflit interne, mais un réajustement symbolique du pouvoir de la morale et de la légitimité. La question qui me taraudait de plus en plus n'était pas de savoir si quelque chose allait se produire, mais jusqu'où les gens étaient prêts à aller pour restaurer la confiance sans renier leur propre histoire. Était-ce le début d'une purge nécessaire, ou plutôt le moment où la vulnérabilité de la couronne devenait irrémédiablement visible? Dans les jours qui suivirent le choc initial, il me devint de plus en plus évident que la véritable bataille ne se déroulait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur même du palais. Ce qui en apparence ressemblait à une frénésie médiatique était en réalité une période d'intenses délibérations internes. J'imaginais conseillers, avocats et confidents se relayant dans d'interminables réunions, chacun avec ses propres craintes et intérêts. La question centrale n'était pas seulement de savoir ce qui était juste, mais surtout ce qui était nécessaire à la survie de l'institution. Ce qui m'a intrigué, c'est la tension entre loyauté affective et instinct de protection. Une monarchie est avant tout une famille, et les liens familiaux facilitent rarement les décisions. J'ai ressenti combien ce facteur humain devait peser lourd, frère, fils, belle-fille, tous liés par l'histoire et des souvenirs personnels.
Parallèlement, une réalité implacable venait contrebalancer cela, l'opinion publique est sans pitié dès lors qu'elle se sent trahie. Dans ce contexte, la moindre hésitation était perçue comme une faiblesse. J'ai commencé à percevoir la prise de décision comme une partie d'échec aux multiples enjeux. D'un côté, il y avait la dimension juridique, comment agir formellement sans déclencher de nouveaux procès ou des problèmes constitutionnels. De l'autre, la dimension morale, quelle mesure serait perçue par le public comme sincère et non comme un simple artifice. Et par-dessus tout, une dimension stratégique, comment éviter qu'une décision isolée n'entraîne une réaction en chaîne qui fragilise l'ensemble du système. Il m'apparaissait de plus en plus clairement que les pressions extérieures étaient déterminantes. Non pas tant parce que chaque rumeur se confirmait, mais parce que le doute l'emportait sur les faits pris individuellement. À une époque où la confiance est fragile, la perception compte parfois plus que la vérité juridique. J'ai constaté combien cette prise de conscience avait dû modifier le ton des discussions internes. Il ne s'agissait plus de se défendre, mais de limiter les dégâts, quels dommages étaient encore gérables et où se situait la limite à ne pas franchir. Ce qui a rendu cette phase si particulière, c'est la prise de conscience que le report n'était plus une option neutre. Chaque jour, sans décision, creusait un fossé plus grand entre la monarchie et le peuple. J'ai compris à quel point il devait être tiraillé par la crainte qu'une intervention trop brutale ne rende l'institution froide et inhumaine, tandis qu'une approche trop douce ne renforce l'image d'une monarchie conservatrice. Trouver le juste équilibre semblait presque impossible. À mon avis, le contexte international a également joué un rôle crucial. La monarchie britannique exerce une fonction non seulement au niveau national, mais aussi comme symbole au sein d'un réseau de pays du Commonwealth et des médias internationaux. Chaque décision était automatiquement traduite, interprétée et évaluée par des millions de personnes aux attentes diverses. Cela a accentué les tensions internes, ce qui était perçu comme nécessaire à Londres pouvait être interprété ailleurs comme un signe d'instabilité, voire d'hypocrisie. J'imagine que c'est précisément à ce moment-là que l'on a compris que la tiédeur n'était plus envisageable. L'histoire montre que les institutions s'effondrent souvent, non pas à cause de leurs erreurs, mais à cause de leurs réactions face à celles-ci. Cette idée devait planer comme une ombre sur chaque discussion. J'avais le sentiment que le choix se réduisait à deux voies, soit une rupture nette et douloureuse, soit une érosion progressive de l'autorité qui serait finalement irréversible. Pour moi, c'est à ce moment précis que la dimension humaine a failli basculer dans la tragédie. Des décisions rationnellement logiques peuvent se révéler émotionnellement dévastatrices. Je me suis demandé combien de nuits les personnes impliquées s'étaient demandé si elles n'allaient pas trop loin, si elles ne sacrifiaient pas un membre de leur famille pour un idéal abstrait. Parallèlement, une question persistait, cet idéal, la survie de la monarchie, ne dépendait-il pas précisément de ces choix difficiles ? Durant cette phase, il devint également évident que la suite n'était pas seulement une réaction au passé, mais un signal pour l'avenir. Chaque étape devait démontrer que la monarchie était prête à se redéfinir, quitte à abandonner ses anciennes conceptions. Pour moi, ce fut le moment où l'issue devint inévitable, même si sa forme précise restait encore inconnue. La question qui persistait n'était plus de savoir si une rupture se produirait, mais qui incarnerait cette rupture et quelle serait son ampleur. Une fois la décision prise, il m'est apparu douloureusement évident qu'une figure deviendrait inévitablement le centre du conflit. La chute du prince ne m'a pas semblé soudaine, mais l'aboutissement d'années d'érosion. Je la voyais comme une structure qui s'effritait lentement d'abord, de petites fissures, puis des crevasses visibles jusqu'au point où l'effondrement était devenu inéluctable. Ce qui était autrefois considéré comme des associations gênantes est devenu le symbole de tout ce qui pouvait mal tourner lorsque privilèges et responsabilités se déséquilibrent. À mon avis, il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais d'un schéma récurrent. Chaque nouvelle révélation, aussi insignifiante fût-elle, venait alourdir un dossier déjà lourd. Le problème ne résidait pas seulement dans les faits, mais aussi dans la manière dont ils avaient été gérés. Le déni, la minimisation et le report des faits n'avaient pas fait disparaître la situation. Au contraire, ils l'avaient entretenue, telle une plaie ouverte qu'on ne laisse jamais cicatriser. J'ai alors compris que ce schéma érodait la confiance plus profondément que n'importe quel fait isolé. Ce qui m'a frappé, c'est le symbolisme de cette exclusion absolue. Elle dépassait le cadre des titres et des fonctions officielles. C'était comme une reconnaissance publique du fait que certaines limites ne pouvaient plus être ignorées même au sein d'une famille habituée aux exceptions. Pour moi, c'était le moment où la monarchie a démontré que la loyauté ne primait plus automatiquement sur la responsabilité morale. C'était une rupture avec le passé et en même temps un risque. En traçant une ligne aussi inflexible, elle se fixait des exigences excessivement élevées. J'ai constaté que la réaction du public le confirmait. Peu de pitié, surtout du soulagement.
comme si beaucoup attendaient depuis des années un signal clair que l'abus de pouvoir aurait des conséquences. En ce sens, la chute du prince devint une sorte de catharsis non seulement pour la monarchie, mais aussi pour un public plus large, exaspéré par ce qu'il considérait comme des élites intouchables. Parallèlement, je me suis demandé si ce soulagement ne recelait pas aussi un danger, la tentation de croire qu'un seul sacrifice suffirait à résoudre un problème complexe. Pour moi, l'ambiguïté morale restait palpable. D'un côté, il y avait le besoin de clarté de l'autre, la tragédie humaine d'une vie inextricablement liée à la couronne. Je ne pouvais m'empêcher de penser à l'imbrication de l'identité et du rôle. Que reste-t-il quand tout ce qui vous définit vous est enlevé ? Cette question a rendu la décision bien plus complexe qu'une simple mesure administrative. C'est aussi durant cette période que j'ai commencé à comprendre comment cette exclusion servait de précédent. Elle envoyait un message non seulement au public, mais aussi en interne. Nul n'était au-dessus des lois et de la réputation de l'institution. Ce message pouvait être libérateur, mais aussi paralysant. Si cette mesure était prise au sérieux, cela signifierait que les faux pas futurs seraient jugés avec la même sévérité. La monarchie était-elle vraiment préparée à cela ? Ce qui m'a particulièrement intrigué, c'est de savoir si cette chute était véritablement une question de justice ou avant tout de survie. Peut-être les deux. Dans un monde où l'autorité morale est de plus en plus contestée, la monarchie se devait de prouver sa capacité à se corriger. Mais l'autocorrection à ce niveau s'apparente toujours à une amputation nécessaire pour sauver le corps, mais irréversible et douloureuse. J'ai constaté comment cet événement a changé la donne. Il ne s'agissait plus seulement de scandales, mais de conséquences. De la volonté de commettre l'impensable pour protéger la collectivité. Parallèlement, des doutes persistaient si tel était le prix à payer pour regagner la confiance, combien d'autres sacrifices suivraient et qui, en fin de compte, déterminent où se situe la limite entre les fautes personnelles et la responsabilité institutionnelle. Pour moi, cette phase a marqué un tournant décisif dans l'histoire. La chute du prince n'a pas sonné le glas de la crise, mais a prouvé qu'on la prenait au sérieux. Ce fut une dure leçon sur le pouvoir et la vulnérabilité, et un avertissement, un statut sans crédibilité n'est qu'une coquille vide. Je me demandais sans cesse si cet acte suffirait à inverser la tendance ou s'il ne marquait que le début d'une confrontation plus longue et plus difficile avec tout ce qui avait été refoulé trop longtemps. Alors que l'attention s'est d'abord portée presque automatiquement sur le prince déchu, j'ai remarqué qu'une autre figure s'est progressivement retrouvée au cœur du débat. Pour moi, Meghan est devenue le symbole d'une fracture plus profonde, non pas tant à cause d'un fait précis, mais plutôt à cause de ce qu'elle représentait au sein du récit collectif de la monarchie. Sa présence a exacerbé les tensions, car dès le départ, elle a été perçue comme une personne qui ne s'inscrivait pas naturellement dans le cadre traditionnel. Cette tension qui couvait depuis des années a alors éclaté au grand jour. J'ai vu son nom associé non seulement à des accusations précises, mais aussi à un malaise plus général. Les discussions portaient rarement sur les détails. Elles se concentraient sur les images, les attentes et les valeurs conflictuelles. Pour une institution qui repose sur la continuité et la prévisibilité, son passé était perçu comme une source de perturbation constante. Hollywood, les réseaux professionnels, l'autopromotion publique, autant d'éléments difficiles à concilier avec une culture qui érige la discrétion et la retenue en vertu. En ce sens, elle est devenue moins une personne à mes yeux qu'un écran de projection de tout ce que la monarchie considérait comme une menace dans le monde moderne. Ce qui m'a frappé, c'est la rapidité avec laquelle les histoires personnelles se transformaient en jugements moraux. Les associations étaient exagérées, les chronologies réinterprétées et d'anciens liens pris un nouveau sens. Peu importait la véhémence des démentis, ces histoires avaient déjà pris vie dans l'imaginaire collectif. J'ai commencé à comprendre qu'il ne s'agissait plus de preuves, mais de crédibilité. Et la crédibilité, une fois compromise, est presque impossible à rétablir, surtout lorsqu'une personne est déjà perçue comme une étrangère. À mon avis, sa prise de position publique a également joué un rôle crucial. Alors que la monarchie a pour habitude de régler les conflits en interne, elle a opté à plusieurs reprises pour la transparence, les interviews et son propre récit. Cette stratégie aurait pu fonctionner dans une culture commerciale ou médiatique, mais elle s'est heurtée de plein fouet à un système dont la légitimité repose sur le silence et le cérémonial. J'ai constaté que ce conflit n'a fait qu'accentuer le fossé. Chaque tentative de raconter sa propre histoire était perçue par ses détracteurs comme la confirmation qu'elle ne comprenait pas les règles ou qu'elle refusait de les suivre. À mes yeux, elle incarnait l'antithèse de ce dont la monarchie avait besoin à cette époque. Non pas que ses valeurs fussent fondamentalement mauvaises, mais parce qu'elles ne correspondaient pas au rôle qui lui avait été assigné. En temps de crise, une institution se tourne vers des figures qui inspirent la stabilité. Son profil aussi moderne et affirmé fut-il susciter le débat plutôt que le consensus, ce qui fragilisa sa position lorsque des choix difficiles devinrent inévitables. Je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à l'injustice que cela impliquait. Si elle est devenue le symbole d'une rupture,
elle était aussi le produit de cette même dynamique, une institution qui peinait à s'adapter à l'évolution des normes sociales. Pourtant, cette nuance était rarement admise dans le débat public. Le récit se réduisait à une contradiction entre tradition et bouleversement, entre ordre et chaos. Dans un tel récit, la complexité a peu de place. Ce qui a rendu cette phase particulièrement difficile à mes yeux, c'est la manière dont on revendiquait une supériorité morale. En l'excluant, la monarchie s'est érigée en gardienne des valeurs. Mais je me suis demandé dans quelle mesure cette position était tenable sans autocritique. Une institution peut-elle se distancer de manière crédible de ses erreurs perçues, sans reconnaître simultanément comment ses propres structures alimentent ces tensions? Cette question a continué de me tarauder à mesure que le discours se durcissait. J'ai également constaté que cette décision avait des conséquences qui dépassaient le cadre individuel. Elle a servi d'avertissement à tous ceux qui pensaient que l'innovation était naturellement bienvenue. Le message était clair, l'adaptation est possible, mais seulement dans des limites strictement définies. Pour certains, c'était rassurant, pour d'autres, c'était inquiétant. Dans les deux cas, cela a confirmé le pouvoir de l'institution de déterminer qui a sa place et qui n'en a pas. Pour moi, Meghan est devenue le miroir dans lequel la monarchie voyait se refléter ses propres peurs, la peur de perdre le contrôle, d'une atteinte à sa réputation, d'un avenir où le pouvoir symbolique ne va plus de soi. En marginalisant sa position, ils ont tenté d'apaiser ses craintes. Mais je me demandais sans cesse si ce n'était pas une solution temporaire. Car tant que persistera la tension sous-jacente entre tradition et modernité, une nouvelle figure incarnant cette tension émergera toujours. À ce moment précis, j'ai perçu un changement de perspective morale dans le récit. Il ne s'agissait plus seulement de culpabilité ou d'innocence, mais d'adaptation et d'exclusion. Il s'agissait de savoir qui paie le prix de l'autoprotection institutionnelle. Et tandis que la monarchie tentait de se redéfinir en prenant ses distances, je continuais de me demander si un véritable renouveau était possible sans remettre en question ses propres limites. Cette pause était peut-être nécessaire, mais elle représentait aussi une occasion manquée de réfléchir plus profondément à ce qu'implique réellement le changement. Après toutes ces ruptures et exclusions, mon attention s'est naturellement portée sur le contraste qui s'accentuait de plus en plus. Au milieu du chaos, William et Catherine apparaissaient comme un contrepoint, presque comme une réponse soigneusement élaborée à tout ce qui avait mal tourné. Leur ascension ne me semblait pas être une coïncidence, mais plutôt un repositionnement délibéré de la monarchie. Comme si l'institution, confrontée à sa propre vulnérabilité, avait besoin de repères stables et d'une clarté morale incontestable. J'ai constaté que leur image publique correspondait parfaitement à ce désir, calme, cohérent, prévisible. À une époque où chaque écart était amplifié, ils offraient quelque chose de devenu rare, une continuité sans drame. Cela les rendait non pas spectaculaires, mais plutôt fiables. Il m'est apparu clairement que c'était précisément ce dont la monarchie avait besoin pour se ménager à nouveau un répit. Non par de grands gestes, mais par la réaffirmation de valeurs considérées comme sûres. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la manière dont leurs histoires de vie ont été instrumentalisées. Leur relation, qui s'est construite lentement sans scandale apparent, servait de commentaire implicite sur tout ce qui était perçu comme un obstacle. J'ai eu le sentiment que cette histoire était présentée comme la preuve que l'intégration au sein du système était possible, à condition d'être prêt à s'adapter. Cela a fait d'eux une référence morale non seulement pour le public, mais aussi en interne. À mon sens, William a joué un rôle crucial. Il incarnait la transition entre les générations, un homme qui avait connu la vulnérabilité du passé et qui semblait transformer cette expérience en un sens aigu des responsabilités. J'ai constaté que son attitude était perçue comme décisive, sans être dure, moderne, sans paraître radicale. Cet équilibre lui a conféré une crédibilité à un moment où la monarchie en avait désespérément besoin. Catherine a été un véritable soutien émotionnel. Sa présence publique rayonnait d'empathie et de dévouement sans qu'elle ait besoin de se mettre en avant. Dans un contexte où la visibilité est de souvent confondue avec l'influence, elle a démontré que la discrétion peut être une force. Cette image était renforcée par son engagement envers la famille, la santé et la communauté, des thèmes universels qui suscitent peu de résistance. J'ai commencé à comprendre la dimension stratégique de tout cela. En mettant en avant William et Catherine, la monarchie pouvait suggérer un nouveau chapitre sans pour autant renoncer formellement à sa structure. C'était un renouveau déguisé en continuité. Pour le public, cela signifiait un espoir de stabilité. Pour les critiques, c'était peut-être une réforme superficielle. Je me situais quelque part entre ces deux interprétations. Ce qui me taraudait, c'était la question de savoir si cette répartition des rôles était juste. William et Catherine étaient représentés non seulement comme l'avenir, mais aussi comme une correction du passé. C'est un lourd fardeau. Je me demandais dans quelle mesure leur image reflétait véritablement leur personnalité, et dans quelle mesure elle était façonnée par les besoins du moment. Lorsqu'une institution vacille, elle reporte souvent son salut sur des individus précis avec toutes les attentes que cela implique.
Parallèlement, je ne pouvais nier que leur présence avait eu un impact. Le ton du débat changea subtilement. Là où régnait auparavant le cynisme, un optimisme prudent fit son apparition. Pour beaucoup, leur présence semblait confirmer que la monarchie était encore capable de se relever. Ce sentiment agissait comme un sédatif, une assurance temporaire que l'ensemble n'était pas irrémédiablement compromis. Je suis néanmoins resté critique, car une image négative n'est pas une solution en soi. Il existe un risque que les problèmes structurels soient occultés par des exemples personnels. Je me demandais si l'on ne fondait pas trop d'espoir sur des individus, alors que la question fondamentale portait en réalité sur un changement institutionnel. Guillaume et Catherine peuvent-ils vraiment assumer les responsabilités qui leur incombent, ou servent-ils surtout de tampon pour repousser des réformes plus profondes? À ce stade, j'ai perçu que le récit cherchait un nouvel équilibre, non pas en bouleversant tout, mais en réévaluant ce qui était présenté comme la norme. William et Catherine étaient devenus cette norme. Pour moi, c'était à la fois compréhensible et problématique. Compréhensible car tout système a besoin de stabilité. Problématique car une stabilité sans introspection peut facilement mener à la stagnation. Bien qu'on les présentât comme une boussole morale, je continuais de me demander si cette boussole serait réellement suivie lorsqu'elle deviendrait inconfortable. Ou ne servirait-elle que tant qu'elle s'inscrivait dans une image soigneusement contrôlée? Cette tension a rendu cette phase particulièrement significative pour moi. C'était un moment d'espoir, mais aussi de report. Et je me demandais combien de temps cet équilibre se maintiendrait avant que la prochaine épreuve ne se présente. Maintenant que tout se met en place, mon regard se porte inévitablement sur l'avenir même de la couronne. Après toutes ces interventions, exclusions et réorientations, la monarchie semble se trouver à un tournant décisif. Pour moi, c'est le moment où la question de la survie prime sur celle de la tradition. Il ne s'agit plus d'individus, mais de la pérennité même d'une institution qui, pendant des siècles, a pu s'appuyer sur une autorité incontestable. Je perçois cette phase comme une tentative de réajustement. En faisant des choix fermes, la monarchie cherche à prouver sa capacité d'autocorrection. C'est en soi un signal fort. Pourtant, je continue de me demander si cela suffit dans un monde où la légitimité n'est plus héritée mais doit être constamment conquise. La barre est plus haute que jamais et chaque faux pas est immédiatement amplifié. Dans un tel contexte, la cohérence morale n'est pas un luxe, mais une nécessité. Ce qui m'inquiète, c'est le fragile équilibre entre innovation et préservation de soi. D'un côté, je constate une volonté manifeste de se distancer de tout ce qui nuit à l'image. De l'autre, je vois combien il reste difficile de remettre en question les fondements mêmes de l'organisation. Cette prudence est compréhensible, mais aussi risquée. Car tant que persistera l'impression que la réforme est sélective, la méfiance continuera de couver prête à ressurgir lors de la prochaine crise. Je réfléchis beaucoup à la façon dont les générations futures percevront cette période. La verront-elles comme un moment de renaissance pour la monarchie ou comme une mesure transitoire pour gagner du temps? Ce jugement ne reposera pas sur des paroles ou des gestes symboliques, mais sur un comportement cohérent dans la durée. Le véritable défi est donc à venir et non derrière nous. Il me semble également évident que le rôle du public a profondément changé. Là où la distance était autrefois valorisée, l'engagement est désormais de rigueur. On ne veut plus se contenter d'être spectateur, on veut aussi juger. De ce fait, les erreurs ne peuvent de plus être passées sous silence. La transparence n'est plus une option, mais une obligation structurelle. Je me demande si une institution fondée sur le mysticisme et le cérémonial peut véritablement s'adapter à cette évolution sans perdre son identité. J'y vois cependant aussi des opportunités. C'est précisément parce que la monarchie est si visiblement sous pression qu'un espace se crée pour une nouvelle forme de pertinence. Non pas en tant que symbole intouchable, mais en tant que point de repère moral qui dialogue activement avec les normes sociales. Cela exige du courage non seulement en temps de crise, mais surtout en période de calme lorsque la tentation de retomber dans les vieilles habitudes est forte. Ce qui me marque le plus, c'est la dimension internationale. La couronne n'agit pas en vase clos. Chaque décision a des répercussions dans les pays qui entretiennent des liens historiques, culturels ou affectifs avec cette institution. Pour certains, toute réforme arrive trop tard. Pour d'autres, c'est précisément une raison de repenser ce lien. Je comprends comment cette perspective mondiale accentue la nécessité de faire des choix qui dépassent les sensibilités nationales. Dans ma propre réflexion, je reviens sans cesse à la même question fondamentale. Une monarchie peut-elle être véritablement moderne sans repenser sa propre logique du pouvoir ? Éliminer les figures problématiques est un premier pas, mais non une finalité. Un véritable renouveau exige des critères clairs et applicables à tous, sans distinction de position ou d'origine. Sans cette égalité toute purge, reste susceptible d'être accusé d'arbitraire. Je perçois cette phase comme une conclusion, un nouveau départ. Mais pour moi, elle ressemble davantage à une étape transitoire. La paix qui s'installe est fragile. Elle peut être consolidée par une action constante ou tout aussi rapidement anéantie par la prochaine révélation. C'est cette prise de conscience qui rend cette période si tendue.
C'est un moment de calme relatif où la direction se dessine souvent à l'insu du public. En envisageant l'avenir, plusieurs scénarios se dessinent. Soit une monarchie qui lentement mais sûrement redéfinit son rôle et regagne ainsi le soutien du public, soit une institution qui s'accroche à des corrections symboliques mais refuse toute réforme structurelle, ce qui entraîne une érosion constante de son influence. Le choix de la voie qui sera empruntée dépendra de la volonté d'associer le pouvoir à la responsabilité, non seulement dans des cas exceptionnels mais de façon permanente. Il me reste une question en suspens qui, à mon sens, résume toute cette crise. A-t-elle servi de catalyseur à un véritable renouveau ou simplement de moyen de rétablir temporairement un équilibre précaire ? La réponse ne sera pas visible aujourd'hui ni demain, mais se révélera progressivement à travers les actions, les choix et la manière dont les conflits futurs